Bonjour, Benoît Malraison. Alors moi j'ai un parcours en grande entreprise auparavant chez Danone, puis chez Michael Page et enfin chez Dun & Bradstreet Altares France. À l'issue j'ai créé une société qui s'appelle BO Partner et qui a pour vocation d'externaliser les infrastructures informatiques, le cloud, des ETI et des PME. Bonjour, Guillaume Fradet, j'ai 46 ans, j'ai travaillé 8 ans chez Procter & Gamble, puis 12 ans chez SFR et j'ai créé il y a 8 mois avec David Anselem whereisgenie.com qui propose des cours d'anglais à des prix extrêmement compétitifs avec des professeurs qui sont basés à Mumbai et qui donnent ces cours par Skype. Bonjour, je suis Axel Lecoq, j'ai 29 ans. Suite à un parcours dans le conseil, j'ai décidé de créer Applifit, qui est une société d'édition de logiciels pour les entreprises industrielles, avec Jérôme Poitrine, associé et ami. Bonjour, je suis Xavier Homé. Après une carrière dans les grandes distributions et dans les achats, j'ai travaillé aussi dans le monde de l'édition du logiciel chez SAP France. Depuis 10 ans, je suis à la tête d'entreprise. Je suis créateur de Step by Step, qui commercialise un produit qui s'appelle le Business Add-on pour garantir un référentiel propre lorsque vous utilisez un SAP. Bonjour, je suis Stéphane Buteau, je suis le fondateur d'Humano Games. C'est une société qui conçoit des jeux sur Facebook et mobile et qui ont pour particularité d'avoir un impact dans le monde réel. Auparavant, j'ai travaillé dans le secteur de l'audit, du conseil en France et en Chine, puis dans les organisations internationales pour des projets de développement. Les petites boîtes ne vont pas forcément beaucoup plus vite que les grosses parfois, et c'est là où on est étonné et un peu frustré. Pour Humano Games, les challenges auxquels on a fait face, c'est les levées de fonds auprès de personnes qui vont amorcer une société. Donc on a quand même levé plus d'1 million d'euros, mais je dois dire que c'est vraiment un effort de tous les jours. C'est pas terminé, on est encore en train de lever des fonds. Mon grand challenge maintenant, c'est d'aller vite dans la commercialisation. Donc pour ça, je suis appuyé par mes propres équipes commerciales, mais aussi les propres équipes de mon partenaire qui s'appelle Altares, donc le représentant de Dun & Bradstreet. Et comme je suis entrepreneur assez impatient, il faut vraiment accélérer la vente du produit. Et le deuxième challenge pour Humano Games, c'est de faire de bons choix dans un environnement qui change très très vite. Et je dis en connaissance de cause, puisqu'on a lancé un jeu sur Facebook il y a 1 an, et en 1 an, en fait, il s'est passé beaucoup de choses. Facebook peut vous fermer les portes, les usages sont différents, les joueurs, c'est très très volatile. Tout va vers le mobile maintenant. La première dans notre business en tout cas, elle est les freins psychologiques liés au pays dans lequel nous habitons, des freins culturels. L'externalisation n'est pas trop dans les mentalités et encore plus quand on est sur des entreprises en région. Le deuxième frein, il est probablement le fait, quand on vient d'un grand groupe, de se transformer en homme orchestre quand on crée sa boîte. Donc il faut tout faire. Donc, Pourquoi la France? Parce que c'est naturel. On ne se dit pas, tiens, je vais aller créer une société au Luxembourg pour quelque raison que ce soit, ou même dans un autre pays. C'est quand même, à mon avis, plus facile d'avoir une entité en France. Pourquoi? Parce que la première chose, c'est vis-à-vis de nos clients. Lorsqu'une entreprise prospecte et qu'on va essayer de lui vendre, se renseigne forcément sur qui on est. Et en dehors de tout aspect, encore une fois, légal, fiscal, où on pourrait optimiser je ne sais quoi, je ne sais qu'est-ce, je pense que nos clients ne comprendraient peut-être pas que le produit soit commercialisé par des Français qui ont une entité juridique, par exemple au Caïman. pour 2 raisons. La première sont les convictions. Créer une boîte, c'est aussi avoir l'espoir de créer des emplois. Et pourquoi pas les créer dans son pays. La seconde, elle est que forcément quand on adresse les PME d'un pays, ces PME ont une connotation fortement nationale, même si elles ont des velléités pour certaines à l'international et même pour certaines se débrouillent très très bien à l'international. Ça reste des sociétés qui sont profondément ancrées dans le tissu économique local. Nous aurions pu créer WSGI à peu près n'importe où dans le monde, hein. C'est une structure qui est souple, qui est mobile, mais nous avons tenu à la garder en France parce que nous sommes français, mon associé est à Marseille, moi je suis à Paris et nous voulons évidemment rester sur le territoire avec des gens très compétents pour nous aider à développer le business
tout en ayant une structure officielle en Inde qui est notre filiale. On s'est créé en France, mais lorsqu'on s'est créé, on avait le choix en fait entre aller dans la Silicon Valley où se créent les boîtes de social gaming, où tout l'écosystème se développait et se créait en France. Et en fait, les opportunités ont été de le faire ici, puisqu'on a quand même une industrie du jeu vidéo qui est la deuxième mondiale, donc énormément de ressources et de talents. Et puis également un réseau aussi pour lever des fonds qui était naturellement plus proche et plus accessible que de débarquer dans la Silicon Valley en essayant de faire ça. On ne regrette pas ce choix et en même temps on sait que demain si on doit monter un autre bureau ce sera probablement soit en Asie soit aussi aux États-Unis où l'innovation se crée en fait. Pourquoi j'ai liké Jompi? Parce que je considère que lorsqu'on est entrepreneur, on est créateur et on prend plus de risques que les autres. Et d'être après taxé ou jugé au même titre que quelqu'un qui fait des investissements boursiers, quel qu'il soit, je trouve ça un petit peu intolérable. J'ai liké Jompi parce que déjà dans mon réseau Facebook, il y avait un certain nombre de personnes qui l'avaient fait, je m'y suis intéressé. Et surtout, je me suis dit comment ce truc-là va finir. Donc on se pose des questions de taxation pour des grosses boîtes et qu'on essaie de trouver de l'argent. Évidemment, on a un niveau de vie en France, on a une protection sociale, etc. Mais j'ai juste senti que c'était une énorme faute Enfin, ça traduisait quand même un grand décalage, entre des personnes qui voient l'entreprise d'un petit peu loin, et puis la vie d'un créateur qui, lui, cherche à lever des fonds. Le business angel aussi met de l'argent, mais si c'est pour, déjà, qui prend d'énormes risques, avoir encore un risque supplémentaire, en fait, on est en train d'étouffer des petites graines avant même qu'elles aient montré leur première feuille. En tout cas, pour les toutes petites, de voir ce taux arriver, c'était finalement rompre un climat de confiance qui est déjà assez fragile, puisque la fiscalité change quand même assez souvent. Donc aujourd'hui, monter sa boîte avec un deal qui change, où on vous dit, bah non, c'est plus 1, c'est 2 demain, où ça va se rajouter, c'est déjà quand même assez anxiogène pour des gens qui investissent et aussi pour des créateurs. Moi, j'ai trouvé ça absolument génial. C'est la première fois dans ce pays que des entrepreneurs, des créateurs d'entreprises se réunissaient autour d'un objectif commun. Il faut absolument qu'il y ait une suite à ces mouvements, pas forcément sur des positions politiques, mais en tout cas sur le fait de mettre en avant l'esprit entrepreneurial et que ce soit quelque chose qui soit porté dans les écoles, qui soit quelque chose qui soit porté dans la formation, dans des institutions et des organisations qui ont une vue assez lointaine de la notion de prise de risque et de la notion de rétribution de ce risque. Je suis sur un marché de 30 000 personnes, 30 000 hommes ou femmes à convaincre. Donc moi, mon marché est tout petit. Et c'est vrai que c'est très difficile de pouvoir choisir des stratégies de communication. Donc stratégie de communication, elle peut être traditionnelle. Oui, on a fait des salons, on expose. La première action qu'on a faite au niveau marketing, c'est de créer un site avec de la vidéo. Ce qu'on ne faisait pas encore il y a 5-6 ans, ça coûtait très cher. Alors, Humano Games, en fait, on a 2 axes de communication. Le premier axe, c'est de faire connaître nos jeux auprès du grand public, donc les utilisateurs, les gens qui vont jouer. Et pour ça, on va à la fois travailler avec de la publicité, très classiquement sur Facebook, et en même temps avec des partenaires, puisqu'on fabrique nos jeux avec aussi des grandes entreprises qui vont pouvoir placer leurs produits dans le jeu. Nous utilisons essentiellement pour nous faire connaître le mode viral des réseaux sociaux et le bouche à oreille positif de nos clients. Notre mode de prospection ou d'approche ou de mise en contact est exclusivement réseau ou recommandation. Très clairement, aujourd'hui, le réseau est quelque chose qui fonctionne très fort en France, en particulier en région. Les patrons se parlent, les directeurs informatiques échangent beaucoup sur les bonnes pratiques entre eux. Et dans le fond, un prestataire qui fait du bon travail et qui a des idées nouvelles, il suffit qu'il travaille bien une fois pour être recommandé ailleurs. Et c'est un gage de garantie très souvent. Notre cœur de marché, c'est les entreprises industrielles. Mon associé et moi avons la chance d'avoir fait les arts et métiers comme école d'ingénieur, et donc on peut s'appuyer sur un réseau de plus de 28 000 anciens élèves, et c'est vraiment ces gens-là que l'on contacte principalement. La plupart de nos clients donc, sont des entreprises industrielles, et qui dit industrie donc, dit souvent Allemagne, dit France, Italie ou même États-Unis. Lorsqu'on rencontre des prospects en France, ils sont souvent dépendants en fait, de la maison mère qui est située à l'étranger. Et si l'on veut intégrer les SI de ces entreprises, eh bien, il faut à un moment ou un autre passer par l'étranger.
et aller présenter nos produits à l'étranger. Nos jeux sont par nature aussi internationaux. Aujourd'hui, Happy Life, c'est 90% de joueurs non français, principalement nord-américains, européens hors France et ensuite asiatiques. Donc ça, c'est pas très compliqué en fait de toucher ces joueurs via Facebook parce qu'on est collé sur Facebook. Ensuite, le véritable défi, c'est de pouvoir parler à des sponsors et à des marques à l'échelle internationale. C'est-à-dire qu'autant on va trouver des marques françaises assez facilement, même des marques françaises qui ont une audience ou un produit international, mais ensuite pour aller toucher des boîtes américaines ou même européennes, sans se déplacer, c'est une autre complexité. C'est très simple pour nous, la France est une étape. Nous avons construit un outil informatique complètement automatisé qui est très robuste, c'est-à-dire qu'il peut accepter une montée en charge puissante pour nous ouvrir à tous les pays, évidemment non anglo-saxons, où nous pouvons offrir nos prestations. Donc l'idée c'est de commencer par les pays d'Europe du Sud et puis après aller vers l'Europe de l'Est et l'Asie et l'Afrique. Moi je sais, dans une expérience antérieure, que les gens d'Ozeo notamment sont extraordinairement efficaces, disponibles et au fait du business. Et donc c'est peut-être une très bonne nouvelle que la BPI ait été construite pour aider au financement des entreprises et que celle-ci soit associée, en espérant que les rouages fonctionnent bien, avec Ozeo. Nous, en tant que jeune société, on a bénéficié, mon associé et moi, de l'ACRE, donc l'aide à la création et la reprise d'entreprise de Pôle emploi. Donc ça nous permet simplement de travailler sereinement. Il y a un salaire qui tombe tous les mois et ça nous permet donc de mettre tout l'argent, tout le capital dans le développement de la société, dans le développement de nouveaux produits et pas dans notre survie, tout simplement. Dans les organismes qui nous ont aidés, effectivement, l'ACT, c'est un truc absolument fabuleux. En France, on est hyper gâtés là-dessus. C'est de pouvoir créer une boîte en étant payé pendant, en gros, 15 mois. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de gens qui en profitent, parce que je crois que dans beaucoup de pays, notamment de mentalité anglo-saxonne, mais pas que, si ça existait, tout le monde créerait sa boîte. Nous avons été en fait aidés par notre partenaire historique depuis la création de l'entreprise, qui s'appelle IBM, et qui, comme je crois pas mal d'entreprises anglo-saxonnes, est très éveillé au développement de son écosystème et à développer un certain nombre de mesures et de points facilitant le développement de partenaires. Par exemple, le co-marketing systématique 75-25 d'un certain nombre d'opérations. Par exemple, la délégation de ressources humaines payées 50-50 qui sont à 100% chez le partenaire. Par exemple, l'accès à des événements de type association professionnelle et autres en tant que sponsor financé par IBM. Je crois beaucoup, moi, à l'organisme privé, c'est-à-dire quoi, avec ne serait-ce que pas forcément les collaborateurs, mais surtout les entreprises avec lesquelles on va s'unir. Il y a au moins 3 qualités pour être entrepreneur. La première, c'est la persévérance. La deuxième, c'est la rigueur. Et la troisième, c'est la débrouillardise. Flexible et réactif. Il faut avoir la foi, il faut être multitâche et il faut être à l'écoute en permanence. Alors moi je dirais qu'il faut être enthousiaste, il faut être agile pour s'adapter, et il faut être persévérant. Il faut être motivé, il faut aimer les hommes et surtout aimer la vie.